Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. On va revenir un petit peu sur une de nos recrues côté Inter qui est arrivée maintenant il y a quelques jours, lors de la deadline day, comme on dit. C'est Davy Klaassen qui est arrivé à l'Inter librement de l'Ajax Amsterdam pour renforcer le milieu de terrain. Et on va en parler aujourd'hui avec un invité qu'on avait déjà reçu précédemment pour nous parler de joueurs hollandais, mais aussi d'ailleurs. Mais juste avant de vous le présenter, je fais évidemment une petite précision pour vous les auditeurs. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles au podcast sur Spotify si vous l'écoutez sur Spotify, voilà, si vous avez aimé le podcast, et si vous voyez la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de mettre aussi le petit pouce bleu aussi sur YouTube, et évidemment essayez si vous souhaitez mettre un commentaire pour donner votre avis, continuez le débat en commentaire, évidemment, pas de souci. N'hésitez pas à le faire. Donc voilà, petit disclaimer passé, je vous présente mon invité que j'avais déjà reçu, comme je l'avais dit précédemment, c'est Johan. Comment ça va, Johan? Ça va. Et toi? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Tu étais déjà venu un peu pour nous parler de différents joueurs. T'étais venu pour un épisode du BN Scout pour nous parler un peu de Brian Brobby. Tu étais venu aussi pour nous parler un petit peu de Van de Beek qui était un peu pisté aussi côté Inter il y a maintenant quelques mois, quelques années, si on peut dire. Donc, tu es un fin suiveur de l'Ajax, si on peut le dire. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, toujours fin suiveur de l'Ajax. Bon, actuellement, l'Ajax est en train de reconnaître un tournant assez particulier de son histoire de ces dernières années, avec énormément de départs. Je sais pas si tu as pu suivre, hein, notamment Dusan Tadic, qui est parti, qui a fait une rupture conventionnelle de contrat avec l'Ajax parce que il a vu justement que l'effectif était c'était vraiment affaibli. Donc là, ça risque d'être une saison compliquée du côté d'Amsterdam avec le nouveau directeur sportif Sven Milstad. Donc bon, on est un petit peu dans l'expectative, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, on reste suiveur assidu de l'Ajax Amsterdam et on espère que cette nouvelle génération de joueurs va suivre voilà, le parcours de leurs brillants prédécesseurs. Mhm. Et ben c'est cette assiduité qui va entre guillemets un peu nous intéresser aujourd'hui parce qu'on parlait de la dernière fois de Van de Beek qui était potentiellement une piste pour l'Inter. Là, c'est un joueur qui a officiellement signé pour l'Inter, Davy Klaassen, qui s'est un peu baladé, on va dire, entre l'Ajax, Everton, le Werder Bremen pour ensuite revenir à l'Ajax et qui désormais du coup était un an de la fin de son contrat et a quitté l'Ajax. Je vais donner un petit peu quelques éléments aussi pour présenter Davy Klaassen. C'est un joueur qui de 30 ans, là, qui est un Néerlandais d'1,79 m. On va dire milieu de terrain. Enfin, on va pas essayer de lui attribuer une position précise parce que c'est un joueur qui a beaucoup bougé, que ce soit dans sa carrière, mais aussi plus précisément à l'Ajax dans différents rôles. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit lors d'une interview à l'Inter. Et je vais donner ses stats pour la saison qui vient de s'écouler. Il a joué 46 matchs au total de matchs officiels pour 10 buts et 3 passes décisives pour 2759 minutes jouées. Notamment, il avait marqué pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'on suit aussi d'autres équipes italiennes, entre guillemets, on regarde un peu ce que font aussi les autres équipes italiennes en Europe. Il avait notamment marqué un but contre le Napoli. Euh, Johan, toi un peu, Davy Klaassen, qui rentre, comme on vient de le dire, dans ses 30 ans. Avant de parler évidemment de tout ça un petit peu, de son profil de jeu, de son niveau, de tout ce qui s'est passé un peu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Voilà, c'est un jeune formé à l'Ajax qui a fait les U17, les U19, puis qui a joué dans l'équipe première, qui a ensuite, comme je dis, quitté l'Ajax pour rejoindre Everton, puis a rejoint le Werder Bremen pour ensuite être revenu à l'Ajax, dont maintenant il est parti. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son parcours, un peu en général, avant de nous parler de son profil? Bah écoute, David Klaassen, c'est un parcours qui est assez classique d'un joueur néerlandais qui fait partie des classes de l'Ajax Amsterdam, donc formé à l'Ajax. Il a été lancé lors de la saison 2011-2012, cette saison où
Je le rappelle, l'Ajax Amsterdam avait une équipe qui était merveilleuse, avec notamment Christian Eriksen, qui est passé aussi par l'Inter Milan. Donc, il a fait ses premières minutes justement en 2012. Après, voilà, il a continué petit à petit. Et il s'est véritablement imposé justement lors de la saison 2013-2014. À l'époque, le coach, c'était Franck de Boer. Donc, l'Ajax, justement, avait déjà commencé à entamer sa série des 3 victoires consécutives en championnat. Donc, Franck de Boer, justement, lors de la saison 2013-2014, est son coach. Et ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien pour lui, dans le sens où il réalise sa première saison accomplie, donc, avec 10 buts, notamment en championnat, lors de cette saison. Donc, l'Ajax Amsterdam aime beaucoup ce type de joueur, parce qu'en fait, tantôt il peut évoluer derrière l'attaquant, tantôt même il évolue en pointe en tant que faux neuf, des fois il évolue même à la récupération. En fait, c'était le successeur attitré d'un ancien joueur de l'Ajax qui était revenu et qui aujourd'hui fait partie de l'organigramme, qui est Sim de Jong. C'était vraiment son successeur attitré à travers cette polyvalence-là. Donc voilà, depuis la saison 2013-2014 jusqu'à son départ à Everton, qui devait être vraiment le point de départ. Donc voilà, pour tutoyer, essayer de tutoyer le plus haut possible. Parce qu'il faut pas oublier que Everton, justement, à cette époque où il signe, donc bien sûr, il fait partie de la belle campagne de Ligue de Coupe d'Europa League 2016-2017, qui, nous, Français, avons vu l'Ajax exterminer l'Olympique Lyonnais, notamment à l'Ajax Arena et enfin Johan Cruyff Arena pour le coup. Et justement, à la fin de cette saison, il part à Everton, qui avait à l'époque comme coach Ronald Koeman. On sait très bien, Ronald Koeman qui a cette tendance à recruter les joueurs du championnat des Pays-Bas quand il prend un poste à l'étranger. On avait vu le cas à Southampton, il a fait venir les Italiens Graziano Pelle du Feyenoord Rotterdam, Dusan Tadic qui faisait partie des meilleurs joueurs à l'époque où il jouait à Twente. Donc il signe à Everton et ça se passe pas très bien parce que vous avez Ronald Koeman en fait qui se fait limoger et à ce moment-là il fait plus partie des plans de l'entraîneur en place. Il me semble que c'était Sam Allardyce qui l'avait remplacé. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour lui et pour le coup à la fin de cette saison-là donc il part au Werder Brême. Au Werder Brême où il fait la pluie et le beau temps, hein, parce que Werder Brême qui malheureusement n'est plus le Werder Brême des années 2000, qui a tendance à se qualifier pour les Coupes d'Europe. Donc pour le coup là le Werder Brême a joué plus souvent le maintien. Et ça a été vraiment compliqué pour lui à ce niveau-là. Bon, il était parti, on va dire, il est parti à temps à la fin de la saison, enfin, à l'entame de la saison 2020-2021, où il revient à l'Ajax Amsterdam, où, voilà, à cette époque-là, on réclame un peu plus voilà, d'expérience à l'Ajax. Erik ten Hag souhaite un peu plus d'expérience à l'Ajax. Donc, il revient, il refait ses saisons, mais on sent que c'est un David Klaassen qui n'a plus le niveau et qui n'a pas su confirmer le potentiel qu'on voyait en lui justement lors de ses premières années à l'Ajax. Donc, on va dire c'est un retour à la maison comme beaucoup de joueurs du championnat des Pays-Bas font. Il y a eu comment il s'appelle Quincy Promes aussi qui a fait la même chose après son départ à Séville, etc. Il y a pas mal de joueurs justement qui font le trajet retour, donc il l'a fait. Et puis là, il occupait un poste un petit peu plus reculé, plus dans la récupération, dans le 4-2-3-1 de Ténard. Et puis voilà, donc moi, pour être franc avec toi, quand j'ai appris son départ à l'Inter Milan, moi, ça m'a surpris, parce que pour moi, les 2, 3 dernières saisons qu'il a montrées à l'Ajax Amsterdam, pour moi, ne laissaient pas présager le fait qu'il puisse signer dans un club, et un club voilà, un grand club et de surcroît le vice-champion, le dernier vice-champion d'Europe. Donc moi, ça m'a pas mal surpris, mais bon, je suis curieux de voir ce qu'il va apporter. Mais honnêtement, pour moi, je pense que c'est plus voilà, un joueur qui est censé faire le nombre dans l'effectif plutôt qu'un titulaire en puissance. Oui, oui, c'est ça. On parle d'un septième milieu de terrain. Beaucoup de pistes ont été évoquées. On parlait de Boubakary Soumaré, mais ça commençait un peu à être cher. Ndombele, mais le profil correspondait pas non plus totalement. Et il y avait l'opportunité aussi d'avoir un faible salaire, à peu près 1,5 million, 1,7 million. On parle un joueur aussi d'expérience, aussi mine de rien, et voilà un joueur qui se plaindra pas non plus forcément de son temps de jeu et qui cherchait un peu la dernière expérience, voilà il avait dit un peu, je crois que c'était la veille justement avant son départ à l'Inter, si je quitte l'Ajax, ce serait pour un grand club, pour un très beau club. Donc aussi, voilà, il était plutôt sélectif dans ses choix. Euh, Par rapport aussi au profil de jeu un peu de Davy Klaassen, voilà, tu parlais d'un joueur polyvalent qui a joué faux 9, 10, 8, 6. Il a vraiment utilisé un peu tous les rôles, même au Werder Bremen, il a dépanné quand même pas mal de fois sur le côté gauche un peu en tant qu'ailier, si je puis dire.
C'est quoi un peu comme style de joueur, comme profil de joueur? C'est quoi ses qualités? C'est quoi un peu alors, je veux dire, marge de progression? Même on peut toujours progresser, si je puis dire. Et un peu dans le foot européen, on va dire récent, pas obligé que ce soit actuel, évidemment, Johan, mais à quel joueur un peu il te fait penser dans le style de jeu? Écoute, moi, il me fait penser, en fait, il n'a pas de qualité qui ressort du lot, en fait, qui sort du lot. Il n'a pas de qualité en particulier qui sort du lot. Donc, je trouve que à travers justement la mutation qu'il a eue de par son rôle sur le terrain, ça fait un petit peu penser à Wayne Rooney, justement, de Manchester United, qui a commencé en attaque, qui après joué derrière l'attaquant et qui a fini limite à la récupération. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça. Il y a aussi un petit peu ouais, je dirais pas plus ou moins Thomas Müller. Quand je parle de Thomas Müller, c'est vraiment dans le sens où il n'a pas de, voilà, en fait, on ne décèle pas en lui justement une qualité en particulier. C'est un bon footballeur, c'est un bon joueur, que je trouve parfois un petit peu trop lourd sur le terrain, mais c'est vraiment un bon joueur de football, quoi. C'est un joueur qui est capable justement de pailler plusieurs postes, et je pense même que si on peut le mettre justement un petit peu à la James Milner aussi, un petit peu voilà en milieu de terrain sur le côté en piston ou bien à la récupération ou bien voilà l'utiliser un petit peu partout. Je pense même qu'il pourrait faire l'affaire parce que c'est un joueur qui est assez intelligent quand même. C'est un joueur qui est intelligent, qui a une faculté justement à lire le jeu d'une assez bonne manière. Donc voilà, en fait c'est un mélange de tout ça. Après bon, c'est un joueur un peu moins connu que je pourrais citer et que j'ai cité déjà précédemment, c'est Sim de Jong. Sim de Jong, à l'époque, c'était vraiment l'âme de l'Ajax Amsterdam au milieu des années 2010. Et c'était vraiment le clone de Sim de Jong. Comme je l'ai dit, capable de monter, mettre la tête, on va dire, rentrer tard dans la surface, mettre la tête, parfois capable de récupérer le ballon, parfois capable voilà, d'être un joueur de surface aussi, de jouer en appui, etc. Donc, c'est un profil qui est assez divers et varié. Donc, en tant que tel, je pourrais vraiment pas l'identifier à un joueur en particulier à travers son style, si ce n'est surtout que voilà, il est capable justement de jouer à tous les postes de l'axe du terrain, bien sûr, les postes partant du milieu défensif à l'attaquant de pointe. Mais après, comme je te l'ai dit, je pense que l'Inter peut faire une bonne affaire à ce niveau-là, parce que ça peut être un joueur de complément. Et je pense que voilà, lui-même, il sait que c'est un challenge qui peut être hyper intéressant pour lui, justement, parce que on n'attend pas grand-chose de lui. Donc maintenant, si lui montre à travers son mental, qui est, je pense, l'une de ses principales qualités, et voilà, cette capacité, justement, à être un gros travailleur, je pense que voilà, il peut être peut-être une belle surprise du côté de l'Inter. Pourquoi pas? D'ailleurs, il a été inclus dans la liste UEFA que l'Inter a soumis pour la Ligue des Champions plutôt que Stefano Sensi, qui on connaît un peu les problèmes de blessures récurrents qu'il a. Donc aussi, je pense qu'ils l'ont mis aussi dans cette liste UEFA, plus par sa capacité déjà, comme tu l'as dit, de polyvalence, qui peut aussi jouer, voilà, entre guillemets, le sixième milieu de terrain et aussi sa fiabilité physique, parce que mine de rien, depuis 2017, enfin depuis du coup 2018-2019, il n'a connu que 6 matchs plutôt manqués de blessures, ce qui est incroyablement peu, un peu quand on connaît un peu le foot moderne, et on voit un peu cette avalanche de blessures qui arrive, et quand même c'est un joueur de 30 ans qui arrivait, donc c'est un joueur qui se blessait plutôt très rarement, et c'est un très bon signe, ça, pour l'avenir. Je voudrais revenir, Johan, aussi sur une caractéristique un peu de Klaassen. Il en a parlé en interview lors de son arrivée à l'Inter. On dit que ses coéquipiers l'Ajax l'appellent Monsieur 1-0. Et quand je suis allé un petit peu trifouiller dans ses statistiques, un petit peu, que ce soit en championnat et en Europe, je remarque que les premières saisons à l'Ajax, c'est 10 buts, 13 buts, 14 buts. Au Werder Bremen, c'est 7 buts, 5 buts. Je parle même pas des passes décisives, évidemment. Il revient à l'Ajax, 12 buts, 9 buts, 8 buts. C'est un milieu de terrain qui a l'air très naturellement un peu attiré par le but et d'où un peu aussi son surnom où il met souvent les premiers buts des matchs. Alors là récemment, on était un peu sur la tendance inverse où avant qu'il parte pour l'Inter, il a surtout mis les buts un peu en fin de match, mais qui étaient tout aussi utiles, hein, notamment je crois que contre le Feyenoord où il met le but de l'égalisation du 2-2. Comment t'expliques, toi, un petit peu, alors on sait, hein, comme tu as dit, c'est un milieu offensif, mais qui avait aussi un peu dépanné en faux neuf et autres, mais là on parle quand même d'un milieu défensif, replacé quand même en milieu de terrain, on va dire un peu relayeur, si on peut utiliser ce terme.
qui a toujours un peu cette appétence pour le but, même dans des années un peu moins bonnes à Everton, même dans les contextes difficiles du Werder Bremen, même avec la sélection, ses 41 sélections, je crois qu'il a à peu près une dizaine de buts aussi. Comment on explique pour toi cette appétence pour le but un peu de Klaassen? Bah, je pense que c'est surtout son intelligence, comme je te l'ai dit. C'est une personne qui est très intelligente sur le terrain, en termes notamment de déplacement et de placement surtout. Il sait sentir les bons coups. On a vu notamment lors de la dernière Coupe du Monde contre le Sénégal qu'il il marque également un but, justement le but dans les dernières minutes. Donc il y a cette, comme tu l'as dit, il y a cette appétence justement pour vers le but adverse et cette capacité à être capable justement de se projeter vers l'avant pour faire la décision parce qu'il sent les coups en fait. Pour un milieu de terrain, c'est quelqu'un qui sent les coups. Et je pense que ouais, non, c'est une super plus-value. Je pense que ça peut être une super plus-value pour l'Inter, même si je trouve qu'en termes de niveau, voilà, il a pas mal diminué. Après, voilà, il commence à prendre de l'âge aussi, hein. Il a 29 ans, mais voilà, là, il arrive sur la trentaine. Et puis, voilà, le championnat, l'Eredivisie, c'est plus l'Eredivisie de l'époque, hein. Il y a un niveau qui a quand même, qui a vraiment, vraiment significatif, et vraiment significativement baissé. Mais non, je pense que c'est surtout son intelligence de placement et ses déplacements aussi qui font de lui quelqu'un capable de faire la décision justement dans les 25 derniers mètres. Et non, non, je pense que ça reste quand même une très très belle recrue quand même pour Inter Milan au vu justement de voilà du coup que ça a suscité. Donc moi je pense que vraiment pour vraiment répondre à ta question, je pense que c'est vraiment son intelligence de placement et de déplacement qui fait vraiment que qu'il est capable justement en Eredivisie même dans les périodes où l'Ajax n'est pas forcément bonne, il est capable de mettre voilà ces petits 8 ou 9 buts en championnat. D'ailleurs, tu parles d'intelligence de jeu et ça va revenir un petit peu sur le podcast qu'on avait fait la dernière fois sur Van de Beek, où on avait aussi parlé de cette appétence pour le but de Van de Beek, où c'était un joueur qui était plutôt clinique un peu dans sa manière de finir les actions à l'Ajax dans cette bonne période, bon, un petit peu moins du coup à Manchester United. Est-ce que c'est entre guillemets un peu dans la formation Ajax, tu parlais d'intelligence de jeu, mais est-ce qu'à l'Ajax on forme aussi un peu les milieux de terrain avec quand même des exercices, on va dire, peut-être plus poussés dans la finition? Bien sûr, bah après ça c'est comment dire le dénominateur commun de tout ça et c'est aussi la période charnière de l'Ajax de 1991 qui a commencé en 1991 qui fait que ces joueurs-là, l'Ajax est capable justement de produire des joueurs du milieu de terrain, même à la récupération, qui sont capables de se projeter vers l'avant et de marquer des buts. Là, je fais ici référence à l'Ajax de Luis Van Gaal, qui a notamment gagné la Ligue des Champions en 95, qui a révélé des joueurs comme Edgar Davids, qui a révélé des joueurs comme Clarence Seedorf. Et voilà, il y a cette tradition justement du milieu de terrain néerlandais capable de se projeter dans la surface de réparation et de marquer, qui a été instaurée justement à travers la matrice qu'on appelle le TIPS du côté de l'Ajax Amsterdam. Et voilà, Van de Beek, comme je l'ai dit précédemment, Sim de Jong, Davy Klaassen, ce sont tous des joueurs qui sont capables justement voilà, d'apporter le travail d'abattage que l'on demande au milieu de terrain, mais capables également d'être clinique, comme tu l'as dit, dans la surface de réparation. Et je ne sais pas si tu te souviens, l'Ajax Amsterdam, justement, d'Eric Ten Hag, avec notamment Donny van de Beek, jouait en 4-3, en 4-2-3-1, mais avec un 10 qui était très, très reculé, qui était Donny van de Beek. Et justement, Donny van de Beek, ça lui permettait de faire ce travail que l'on demande au milieu de terrain, mais également de pouvoir être à même d'être dans la surface de réparation et de faire la différence à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est l'école Ajax Amsterdam. C'est l'école justement qui demande une certaine aptitude à être complet voilà, à travers justement la panoplie du milieu de terrain que l'on demande. Et c'est de cette école dont fait partie David Klaassen et, comme on l'a dit précédemment, Donny van de Beek. Qu'est-ce que tu vois, entre guillemets, avec Klaassen apporter à l'Inter d'Inzaghi? Moi, je pense que déjà, moi, je pense que la plupart des problèmes justement des joueurs néerlandais quand ils vont à l'étranger, c'est même pas une question, je pense, d'adaptation tactique ou technique, parce qu'ils sont assez bien rodés à ce niveau-là, parce qu'il y a une culture foot qui est très 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 forte aux Pays-Bas, à travers les coachs qu'ils ont, hein, comme j'ai dit. Hein, David Klaassen, il a été entraîné, bon, ça a été un coach qui n'a pas forcément marqué l'Inter de son empreinte, qui est Franck de Boer. Il a été entraîné par Luis Van Gaal, il a été entraîné par Ronald Koeman. Donc, ce sont des coachs quand même qui ont une certaine renommée. Ce sont des coachs que quand ils ont été joueurs, et je parle surtout de Ronald Koeman et puis de Frank de Boer. Frank de Boer qui fait partie de cette génération de l'Ajax formée par Louis Van Gaal et Ronald Koeman qui fait partie du grand Barcelone de Johan Cruyff.
qui peuvent, qui montrent que vraiment il y a cette culture en fait, cette culture tactique et technique que requiert le football d'aujourd'hui et dont David Klaassen, je pense, est très imprégné. Maintenant, le problème néerlandais, c'est surtout un problème mental et en termes d'adaptation justement à l'étranger. Il y a beaucoup ce problème-là en général quand ça sort de l'Eredivisie. C'est pour ça qu'on a vu pas mal de joueurs de cette belle génération de l'Ajax Amsterdam qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions en 2019 qui peinent justement à rebondir de la meilleure des manières dans les clubs où ils ont signé un petit peu plus tard. Donc, je pense que techniquement, il peut s'y faire. Il peut s'y faire tactiquement et techniquement, justement, à ce que lui demande Simone Inzaghi. Surtout que l'Inter Milan nous a montré, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière, que tactiquement, c'était une équipe qui était très, très forte et très solide. Donc, moi, je pense qu'il peut s'adapter. Maintenant, ce sera à lui de faire le nécessaire pour pouvoir apporter déjà sa pierre à l'édifice, même si ça s'annonce compliqué à travers les milieux de terrain titulaires que tu as cités précédemment. Mais pourquoi pas, on ne sait pas de quoi le football est fait. Hein. On sait très bien qu'une grosse blessure, par exemple, d'un des joueurs clés, bon, c'est pas ce que je vous souhaite, mais une grosse blessure d'un des joueurs clés peut amener justement David Klaassen voilà, à tenter à avoir sa chance et à saisir sa chance surtout. Donc, non, moi je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose, mais pour moi, ça sera vraiment en termes d'adaptabilité. Il va devoir être au point. Aujourd'hui, il a 30 ans. Si à 30 ans, tu as un problème d'adaptation à l'étranger, c'est qu'il y a un gros problème, surtout avec ce que tu as connu en Angleterre et en Allemagne. Je pense que l'Italie n'est pas le pays le plus difficile, n'est pas le plus difficile à vivre. Je pense que même Milan, moi qui connais bien la ville de Milan, c'est une ville qui est merveilleuse, avec une culture foot qui est merveilleuse aussi. Donc voilà, non, moi je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de bien. En plus, comme tu me l'as dit, il y a des Néerlandais qui viennent bah, voilà, des deux autres gros clubs des Pays-Bas, qui sont Denzel Dumfries et puis Stéphane De Vrij. Donc non, non, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire si jamais il a sa chance. Maintenant, je l'espère pour vous et surtout pas contre le Real Madrid, que voilà, il pourra faire le boulot qu'il faut à ce niveau-là. On va finir sur lui avant d'aborder la rubrique un petit peu Pays-Bas. On parle quand même d'un joueur qui, bon, déjà, qui a quand même joué avec l'Ajax et qui, de ce qui ressort un peu des sources en Italie, se dit déjà prêt physiquement à jouer entre guillemets le prochain match. Bon, le prochain match c'est contre Milan après la trêve, donc ça va lui laisser du temps encore de s'améliorer un peu dans l'effectif, en sachant qu'il n'a pas été convoqué avec les Pays-Bas pour le rassemblement de septembre, donc ça va lui laisser le temps un peu de rester à Milan, de s'imprégner un peu de la culture club, des automatismes, de ce que va demander Inzaghi aux entraînements à ceux qui sont restés. Donc c'est vrai que déjà physiquement, on a l'impression d'avoir un joueur plutôt stable, plutôt dans la continuité aussi dans ce qu'il fait. Mentalement, on a l'air aussi d'avoir un joueur réceptif aussi, Johan. Est-ce que Klaassen aussi, justement, pour un club qui cherche un sixième, septième milieu de terrain, comme l'Inter un peu en fin de mercato, un peu deadline, est-ce que pour toi, tu penses qu'à la fin, l'Inter, quand même, mine de rien, fait un bon coup, l'avoir signé sur une année plus une année supplémentaire en option qui est activable par le club, un salaire de 1,5, 1,7 millions d'euros. En plus, en Italie, il y a les allègements du Decreto Crescita qui fait que le salaire brut sera beaucoup moindre entre guillemets que le coût d'un joueur en Italie. Un joueur voilà qui sait que son rôle sera plus secondaire, mais qui sera prêt à rendre des services quand il faudra rendre des services, qui physiquement est plutôt en forme et qui n'est pas régulièrement baissé. Est-ce que finalement, à la fin, Johan, tu penses que si on prend tous les paramètres ensemble, c'est quand même un bon coup pour l'Inter? Oui, clairement, clairement. Pour moi, je pense que c'est un bon coup. Je pense que, comme tu l'as dit précédemment, en termes de salaire, ça ne vaut pas cher. En termes de prix, ça n'a quasiment rien valu. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est qu'il a de l'expérience aussi. Il est rodé aux grandes joutes européennes. Il a joué la Ligue des Champions l'année dernière. Il a joué la Ligue des Champions l'année d'avant. Je pense que c'est vraiment un joueur qui est capable d'apporter ce que demande justement l'Inter de Milan en termes de profondeur de banc. Donc non, moi, pour moi, l'Inter a fait une belle affaire, surtout qu'il n'a pas coûté grand-chose parce que voilà, il y a le retour sur investissement, bien sûr, qui est inhérente à n'importe quelle société voilà, qui produit des investissements. Donc je pense que non, je pense que clairement que l'Inter a fait l'Inter a fait une bonne affaire à ce niveau-là. Maintenant, ce sera à lui de saisir sa chance, de montrer justement qu'il est capable de s'imposer au moins dans la rotation de l'effectif à défaut qu'il puisse être le septième choix sur un milieu de terrain où il y a trois personnes déjà en tant que titulaire. Donc voilà, c'est à lui de montrer qu'il est capable
voilà, de grappiller du temps de jeu et surtout, voilà, pourquoi pas de s'imposer parce que voilà, quand on signe dans un club, ce qu'on veut à terme, c'est bien sûr s'imposer dans l'effectif, dans le 11 de départ. Donc, non, je pense qu'il a les capacités. Maintenant, comme je te l'ai dit, moi, je pense que la clé pour lui, ça sera l'adaptation, surtout ça. Je pense que s'il ne fait pas l'effort nécessaire, comme beaucoup de Néerlandais font, à s'adapter à une nouvelle culture, malheureusement, ça deviendra un boulet pour l'Inter Milan, en dépit, bien sûr, du fait que, voilà, qu'il n'ait pas coûté grand-chose, mais voilà, c'est quand même un joueur sur lequel on veut compter justement pour pouvoir concourir sur les trois compétitions. Maintenant, si s'il fait le nécessaire pour pouvoir être la solution qu'il faut à l'Inter Milan, je pense que ça peut être une excellente recrue. Il y a aussi un événement qui arrive cet été, c'est l'Euro 2024 et ça fait la bonne transition pour David Klaassen. Peut-être que d'ailleurs un Euro que David Klaassen peut jouer, mais il y en a deux qui ont peut-être plus de chances que Klaassen de jouer cet Euro, c'est Stéphane De Vrij et Denzel Dumfries. Euh, on est un peu aussi sur des débuts de saison, on va dire, bons, voire même très bons pour les deux joueurs, très bons pour De Vrij qui commence à retrouver son niveau son niveau, on va dire, 2019-2020, où il a été élu meilleur défenseur de Serie A sous Antonio Conte. Il a eu les deux premières saisons très difficiles avec Simone Inzaghi. Là, il avait signé justement une prolongation en 2025. Et là, on retrouve vraiment un Stéphane De Vrij comme on l'a aimé à l'Inter sous Antonio Conte. Et on a aussi un Denzel Dumfries qui voilà, a fait plutôt un bon début de saison. On n'avait pas retrouvé ce bon Dumfries depuis, on va dire, aussi un petit bout de temps. Dumfries plutôt appliqué, concentré, qui connaît ses qualités, qui joue sur ses qualités et qui ne fait pas, on va dire, un peu autre chose pour ça, en sachant que maintenant il est challengé par la concurrence de Juan Cuadrado. Deux joueurs aussi, alors on parle surtout d'un titulaire pour Dumfries, d'un joueur qui a quand même beaucoup de concurrence aussi pour Stéphane De Vrij avec Van Dijk, De Ligt, Ake. Bon, Timber s'est fait une grosse blessure, Botman aussi maintenant qui vient d'arriver, Geertruida aussi qui commence aussi à faire son trou. Donc il y a beaucoup de concurrence qui arrive au poste de défenseur central chez les Néerlandais. Par rapport à ces deux joueurs, Johan, comme on a dit, il y a l'Euro 2024 qui va arriver. Est-ce que tu les vois sélectionnés pour cet Euro 2024? Là, ils ont été sélectionnés pour le rassemblement de septembre. Quel rôle tu les vois apporter dans ces Pays-Bas-là de Ronald Koeman? Et aussi, mine de rien, qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de ces Pays-Bas un peu pour cet Euro 2024 qui va arriver? Alors, moi, honnêtement, le discours que j'aurais par rapport à la participation des Pays-Bas à l'Euro 2024, ça sera plutôt de la prudence parce que les Pays-Bas n'ont certes joué que deux matchs dans ce groupe, mais ils ont déjà eu une défaite lourde face à l'équipe de France. Et là, il y aura bien sûr deux autres concurrents que sont l'Irlande et la Grèce, qui sont deux équipes, lorsqu'elles jouent à domicile, qui sont très difficiles à manœuvrer. Et honnêtement, j'ai un léger doute concernant la qualification des Pays-Bas pour l'Euro. Maintenant, en tant que fan du football néerlandais, j'espère bien sûr les voir, même si c'est vrai que le football néerlandais d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le football néerlandais justement de la génération de quand j'étais un petit peu plus jeune, donc des années 2000 notamment. Mais non, je pense que oui, et si les Néerlandais justement jouent cet Euro 2024, bien sûr, je pense que les trois joueurs de l'Inter Milan seront bien évidemment appelés. De Vrij, Dumfries et puis Klaassen, il n'y aurait aucune véritable raison de ne pas les sélectionner, à part si bien sûr Klaassen n'arrive pas à grappiller le temps de jeu nécessaire. C'est vrai qu'il a pris quand même un risque en signant l'Inter Milan et en jouant les seconds rôles à l'Inter, parce que je pense que l'un des critères de sélection de Ronald Koeman, c'est le fait justement de pouvoir appeler des joueurs qui peuvent être titulaires en club. Donc oui, je pense que dans la logique des choses, il y en aura au moins deux sur les trois, sauf si bien sûr problème de blessure, qui devraient disputer l'Euro 2024 si les Pays-Bas se qualifient. Et comme je te l'ai dit, honnêtement, j'ai un très mauvais pressentiment par rapport aux Pays-Bas, parce que je pense qu'à domicile face à l'équipe de France, les Pays-Bas, bon, ils ont montré déjà qu'ils étaient capables de gagner à domicile, hein. On se souvient justement de ce match en Ligue des Nations en 2018, il me semble, où les Pays-Bas gagnent assez facilement 2-0.
Mais je pense tout de même qu'il y a ces déplacements en Irlande, ces déplacements en Grèce, qui seront difficiles pour les Pays-Bas. Et moi qui suis né en 1991 et qui ai vu le Pays-Bas euh, ne pas se qualifier à trois phases à élimination directe, à trois phases plutôt, à trois phases finales justement de grandes compétitions, euh, voilà, ça, c'est vraiment les symptômes que j'ai vus justement à travers la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2002 où ils sont dans le groupe déjà de l'Irlande, mais également du Portugal, euh, me laisse penser vraiment que ça va être difficile quand même pour eux de se qualifier, parce que malheureusement les Pays-Bas, on ne peut pas leur faire confiance par moment. C'est assez compliqué parce qu'ils sont capables de nous décevoir à un point que on peut même devenir des ennemis notoires des Pays-Bas. À ce niveau-là, j'ai pas mal d'amis qui les détestent, notamment. Et voilà, je les ai vus aussi sombrer quand ils étaient dans le groupe de la France pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018, où ils ont été incapables de battre l'équipe de France, que ce soit à l'aller ou au retour. Notamment, on se souvient du 4-0 au retour le 31 août 2017, qui voit justement le lendemain le départ de Mbappé au Paris Saint-Germain. Et puis on a vu aussi à l'Euro 2000, à l'Euro 2016, ils n'ont pas été capables de se qualifier après avoir fini, je crois, il me semble deuxième ou troisième plutôt dans un groupe où il y avait la Lettonie et d'autres pays qui n'étaient pas, je crois la Turquie aussi, et qui n'étaient pas forcément des adversaires de voilà de haut standing, en tout cas du standing des Pays-Bas. Donc moi, je presse surtout pour la méfiance concernant les chances de qualification des Pays-Bas. Mais comme je te l'ai dit, pour répondre à ta question, je pense que si les Pays-Bas se qualifient pour le prochain Euro, il y aura, je pense, au moins deux des trois Néerlandais qui composent l'effectif de l'Inter Milan. Mhm. D'ailleurs, un peu pour axer sur les deux, parce on a parlé un peu de Klaassen tout à l'heure, je disais Stéphane De Vrij, là, qui commence, comme j'ai dit tout à l'heure, à bien revenir côté Inter, qui a fait 3 matchs plutôt solides sur ce début de saison, évidemment à confirmer, on va suivre ça attentivement. Et Johan, j'imagine évidemment que tu es bien au courant de la concurrence féroce en défense centrale, malgré la blessure de Timber, j'ai envie de dire que ça affecte pas tellement, on va dire, la défense centrale des Pays-Bas qui reste, on va dire, très solide en termes de qualité de joueur intrinsèque. Euh, Déjà, est-ce que tu peux aussi nous dire dans quel système joue Ronald Koeman, ou quel est son système de préférence? Il change pas mal de systèmes. Et dans ce système, est-ce que tu vois un De Vrij, entre guillemets, jouer titulaire déjà sur les matchs qui vont arriver pour les qualifications? Et si les Pays-Bas se qualifient, est-ce que tu vois, par exemple, un De Vrij aussi jouer titulaire sur ce début de l'Euro 2024? Bah, habituellement, lors des deux matchs des Pays-Bas, justement, que ce soit contre l'équipe de France, où les Pays-Bas a évolué justement avec un système à quatre défenseurs, donc en 4-3-3, ou le match face à Gibraltar où ils ont gagné 3-0, ils ont évolué également en 4-3-3. Je pense que c'est la tendance de Ronald Koeman de rester sur un système à quatre défenseurs et bien sûr trois milieux et trois attaquants. Je pense qu'il restera justement dans ce système-là en optant justement pour un certain équilibre sur les deux côtés, avec un arrière latéral au choix droit ou gauche avec une certaine vocation offensive, et un autre arrière latéral justement qui jouera un rôle un peu plus défensif. Notamment contre Gibraltar, on a vu c'était Dumfries à droite et puis Nathan Ake qui a un rôle un peu plus défensif à gauche. Donc je pense que Ronald Koeman continuera sur ce dispositif-là, sur ce registre-là. Je pense que Ronald Koeman restera justement fidèle à sa ligne directrice à ce niveau-là. Maintenant, il est clair que la concurrence au sein de la défense des Pays-Bas, elle est féroce. Parce que voilà, tu as évoqué Timber, tu as évoqué Geertruida, il y a bien sûr Virgil van Dijk, il y a bien sûr De Vrij, il y a Ake, et il y en a sûrement d'autres que j'oublie, hein, parce qu'il y aura forcément des joueurs, et c'est un petit peu aussi la tendance aux Pays-Bas. Moi, tu m'as parlé de Sven Botman aussi. Il y a surtout cette tendance aux Pays-Bas de savoir se révéler. On ne sait pas qui sera peut-être le futur défenseur central justement qui pourrait émerger de l'un des clubs les plus en vogue des Pays-Bas, parce que c'est souvent le cas. Il y a Koop Meiners aussi qui peut jouer en défense centrale par moment. Donc non, en défense, je pense que les Pays-Bas sont très très bien équipés. Maintenant, voilà, je pense que ça peut être
je pense que ça restera quand même possible pour voilà pour voir De Vrij et puis Dumfries justement faire partie de cette liste et éventuellement être titulaire. Pour De Vrij, ça s'annonce un peu plus compliqué dans l'axe parce que et bien sûr j'ai oublié Mathis de Ligt, hein, Mathis de Ligt qui est un joueur voilà un joueur qui nous a émerveillé lors de la saison 2010-2019, qui malheureusement un peu perdu de son est un peu est un peu tombé de son piédestal au fur et à mesure des saisons. Mais bon, là, il est dans une nouvelle équipe, on va dire, qui est celle du Bayern de Tourelle. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, la concurrence est très féroce. Je pense que De Vrij va devoir jouer des coudes pour pouvoir s'imposer dans cette défense. Maintenant, je pense qu'il a toutes les capacités. Honnêtement, De Vrij, c'est l'un des défenseurs que j'ai le plus apprécié dans le championnat des Pays-Bas, justement, du milieu des années 2010. À l'époque, il jouait au Feyenoord Rotterdam avec Martin Cindy, il y avait qui d'autre? Il y avait Daryl Yadmat aussi qui jouait arrière droit. Il y avait vraiment une très très belle équipe à cette époque-là déjà. Et De Vrij, c'est vraiment un joueur que j'appréciais beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Et non, je pense qu'il y a possibilité quand même. Et puis voilà, on l'avait vu aussi à la Coupe du Monde 2014. Hein, il était présent, il était encore tout jeune. Donc je pense qu'il y a quand même possibilité pour lui de pouvoir s'imposer, même si c'est vrai que la concurrence, comme je dis, sera féroce. Mais bon, tout reste possible. Un autre joueur aussi quand même pour qui la concurrence sera féroce, même si elle sera moins nombreuse en termes de monde aussi. Du coup, c'est Denzel Dumfries aussi, Johan, qui a quand même un concurrent, on va dire, plutôt solide sur les pattes, en la personne de Jérémy Frimpong, piston au Bayer Leverkusen, qui commence à montrer de très belles choses, et notamment avec sa très belle saison l'année dernière, et qui comme un peu Leverkusen, est parti du bon pied aussi sur ce début de saison. Pour le moment, confiance de Ronald Koeman en Denzel Dumfries qui continue de jouer titulaire. Mais voilà, on va voir aussi un peu ce que va nous proposer Dumfries sur la saison. Il faut aussi voir ce que va proposer Frimpong. On va dire que si on se projette un petit peu et que il reste, on va dire, sur une bonne saison, on va dire en globalité, que Frimpong continue aussi son évolution et que voilà, la lutte est toujours serrée au début de l'Euro 2024. Johan, est-ce que tu penses que Koeman, dans son système en 4-3-3, va privilégier un Denzel Dumfries, on va dire peut-être un peu plus expérimenté, notamment voilà, auteur de son très bon dernier Euro 2021, ou alors est-ce que tu penses qu'il va vouloir aller peut-être sur Frimpong, parce que tu parles aussi de penchant défensif avec Nathan Ake, peut-être qu'il aura envie d'avoir un joueur encore plus explosif devant, peut-être aussi beaucoup plus technique aussi que Denzel Dumfries, qui a un profil aussi un peu plus complet dans son registre. Est-ce que tu penses que il y aura un vrai débat si les Pays-Bas se qualifient, ou est-ce que pour toi, voilà, Van Gaal a déjà quand même son titulaire en tête? Moi, je pense que Van Gaal a son titulaire en tête. Je pense qu'il a déjà Denzel Dumfries justement comme titulaire. Denzel Dumfries, c'est quand même un des piliers de la sélection des Pays-Bas. Donc non, je pense pas que Frimpong, aussi talentueux qu'il soit, prendra la place de Dumfries tant que Dumfries sera là. Comme tu l'as dit, Frimpong, c'est vraiment un joueur qui est capable d'apporter énormément, surtout dans le point de vue offensif, et c'est vraiment un joueur de très très grosse qualité. Maintenant, moi j'ai un doute concernant sa probable participation à l'Euro. Parce que déjà, j'ai vu il n'a pas fait, je crois qu'il n'a pas fait partie justement de la dernière sélection de Koeman. Donc non, je pense que Dumfries restera titulaire. Je pense qu'il restera titulaire et non, je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter à ce niveau-là. Merci Johan du coup pour ta grande participation sur Klaassen et évidemment sur les Pays-Bas en 2024. On va suivre ça. Bah, tu as parlé des deux matchs, notamment contre l'Irlande et la Grèce. On va voir un peu si les Pays-Bas, c'est vrai que sur les dernières années, les qualifications à la Coupe du Monde ou à l'Euro ont été, on va dire, un peu parsemées d'embûches pour les Pays-Bas, mais qui, voilà, se sont, on va dire, plutôt bien rattrapés, que ce soit leur huitième de finale à l'Euro et leur quart de finale quand même à la Coupe du Monde 2022. Donc, on espère quand même revoir les Pays-Bas à l'Euro 2024, mine de rien, parce il y a une belle sélection un peu qui peut s'annoncer avec des jeunes joueurs très intéressants. Euh, donc, je reprécise aussi pour les auditeurs, n'oubliez pas les gars de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube, de continuer le débat en commentaire, et pour ceux qui sont sur Spotify, de mettre les 5 étoiles
pour le podcast sur Spotify si vous avez apprécié l'épisode et même les podcasts un peu en général. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast très prochainement. Merci à tous. Ciao. Merci, ciao. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!